Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs. Notre invité aujourd'hui, Moussa Balla Fofana, sénégalais résident au Canada. Il est consultant et expert en planification, diplômé de l'INPL, l'Institut national polytechnique de la Lorraine, en ingénierie de la planification et en conduite de projets en développement territorial et transfrontalier. Il est aussi spécialiste en sociologie urbaine, du développement des organisations et de l'action publique. Il fut conseiller de cabinet ministériel au gouvernement du Sénégal sur la politique sectorielle de la décentralisation, d'aménagement du territoire, de l'économie numérique et du cadre de dépenses sectorielles en moyen terme. De retour au Canada en 2013, il exerce aujourd'hui comme conseiller financier en banque et il contribue par ses publications, interventions télévisées et radio au partage d'une information technique et scientifique sur les stratégies de développement. Voilà notre invité d'aujourd'hui, Moussa Balla Fofana. Merci M. Soumaré de l'invitation. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de répondre à votre invitation et de pouvoir échanger avec nos compatriotes et nos frères africains sur les enjeux de développement de notre continent. D'accord. Merci beaucoup Moussa, tout le plaisir est pour nous. Nous allons parler des dangers de l'endettement et à qui profite la dette du Sénégal. Donc, ce qui nous amène donc à poser la première question, c'est l'endettement est-il une menace sur la stratégie d'émergence? Merci beaucoup. C'est une question pertinente et qui me permet déjà de poser quelques notions fondamentales. Vous savez que l'émergence signifie en réalité une étape de l'évolution d'une économie. Les économies sont dans une situation informelle où un pays consomme essentiellement et passe son temps à importer et dans une situation d'informel. Et c'est pour ça que le prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, parlait de l'économie de l'information parce qu'on a besoin d'avoir une économie formalisée pour pouvoir avoir de l'information. Donc on est dans une situation informelle, notre objectif c'est l'émergence, ensuite après la stade d'émergence il y a la croissance, ensuite la maturité et le déclin. Voilà, donc déclin si on ne fait pas une bonne gestion ou si d'autres pays émergent et constituent des menaces. Donc c'est ça l'émergence. Les pays africains aujourd'hui veulent passer la situation dans laquelle nous sommes vers une première étape d'émergence et nous avons besoin de plans, de planification pour cette stratégie. Maintenant, c'est important de faire le lien entre budget et émergence parce que les budgets sont des moyens financiers qui nous permettent d'exécuter le plan Sénégal émergent. Et ces moyens financiers, c'est essentiellement les recettes qui nous appartiennent, nos fonds propres et les emprunts. Maintenant, le danger de l'endettement par rapport à la stratégie, c'est que si vous vous endettez beaucoup trop et que cet endettement crée une situation de tension budgétaire, ça crée une situation d'urgence où vous êtes dans la gestion de l'urgence et vous n'êtes plus dans la planification stratégique, vous ne prenez plus des choix stratégiques, vous êtes dans l'urgence. Et pour juste vous donner quelques chiffres pour mieux camper cette situation, c'est qu'en 2012, avant qu'on enclenche cette stratégie, le Sénégal avait une dette qui tournait autour de plus de 300 milliards, à 340 milliards exactement. Et actuellement, en 2018, nous sommes à 830 milliards de services de la dette. Donc vous comprenez que avec le service de la dette, 830 milliards, le fonctionnement du gouvernement, 775 milliards, et le personnel, 630 milliards, nous sommes à près de 97% de nos recettes qui vont vers des dépenses fixes. Tout le reste, tout ce qui est investissement, tout ce qui reste sur notre budget, c'est de l'emprunt libellé en devises étrangères pour financer notre stratégie d'émergence. Donc, vous comprendrez que le premier danger donc, de l'endettement, un endettement beaucoup trop élevé, c'est de baisser les liquidités qui vont faire que nous n'allons pas pouvoir bien supporter nos politiques d'éducation, de santé, de gestion de l'environnement. Et ça a un impact sur le capital humain et surtout ça a un impact sur la stratégie de gestion. Parce que quand on crée une situation d'urgence, de tension de liquidité, de tension budgétaire, on crée une situation où la gestion n'est plus sur le long terme, mais on est dans la gestion à court terme, surtout dans un contexte où on va vers des élections présidentielles. Donc, votre question est pertinente parce que vous ne pouvez pas émerger sans stratégie d'émergence et les moyens financiers sont fondamentaux et une situation budgétaire qui est une situation d'endettement cause d'une situation de tension qui
augmente le risque de gestion au niveau des grands projets. Donc voilà l'enjeu, dans un premier temps, d'un endettement qui augmenterait le risque de gestion par rapport à nos stratégies d'émergence. Là, je ne parle pas encore des projets. Ok. Dans ce cas, donc, si je comprends bien, donc l'endettement de notre pays, qui est le Sénégal, est une menace sur l'attractivité donc du Sénégal dans l'espace sous-régional. Effectivement, ça c'est un autre point. Le premier point aujourd'hui, c'est que vous avez votre budget, c'est avec ça que vous faites votre planification, c'est avec ça que vous gérez vos produits. Si votre situation budgétaire est une situation tendue et de tension, ça va avoir un impact sur votre gestion. Maintenant, vous avez raison de parler de notre situation au niveau de la sous-région. Parce que, je vous donne un exemple sur l'endettement, parce que vous savez, il y a trois éléments qui sont très importants quand un investisseur regarde dans quel pays je mets mon argent. Il y a la fiscalité, il y a l'endettement, il y a la liberté économique. La fiscalité, aujourd'hui, le Sénégal impose les entreprises à un niveau de 20%. Au niveau de l'UEMOA, les critères de convergence pensent que nous devons seulement imposer autour de 18%, et la Côte d'Ivoire est à 16%. Donc vous voyez que nous, notre fiscalité est très élevée. Et un entrepreneur, il y a deux choses qui l'intéressent, c'est gagner du temps et gagner de l'argent. Et moins je suis imposé, mieux je m'en porte. Deuxièmement, c'est que la dette est très élevée. Notre dette, parce qu'un pays qui a encore une capacité à s'endetter est un pays qui a encore un levier pour ajuster si jamais il y avait des crises et des situations de tension. L'endettement rassure les investisseurs parce qu'ils savent que si un pays est très peu endetté, si jamais il y a des situations, ce pays a un levier pour aller chercher de l'argent et régler les situations. Donc, si on compare le Sénégal qui est à plus de 60% d'endettement, et qui fait partie des 15 pays les plus endettés au niveau de l'Afrique, alors que la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, qui sont très près de nous, eux sont parmi les 15 pays les moins endettés. Ils sont en deçà de la barre des 35-40% d'endettement. Donc vous comprendrez que le Sénégal, si un investisseur calcule et regarde quels sont les risques dans 3-4 pays de l'Afrique de l'Ouest pour investir mes sous, vous voyez très bien que le Burkina et même la Côte d'Ivoire risquent d'être plus attractifs, moins risqués du point de vue de l'endettement. Donc un pays qui a encore des capacités de pouvoir gérer la stabilité économique par l'endettement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60%, donc nous sommes à 90% de notre capacité d'endettement, parce que la limite c'est 70, nous sommes à 60. Donc si c'est 70%, si nous parlons de, par exemple, si nous prenons des chiffres, on dit votre richesse c'est 100 milliards, vous ne devez pas emprunter de plus de 70 milliards, donc c'est 70 milliards notre capacité à emprunter. Quand nous sommes à 60 milliards, nous sommes à près de 80-90% de ce qu'on doit emprunter. Donc vous voyez que c'est un pays qui, si on fait un calcul pour voir quels sont les pays qui présentent le plus de risques par rapport à la dette de ces pays, le Sénégal fait partie des 15 pays les plus endettés. Et ça, c'est pas bon pour nous du point de vue. Et le troisième élément, quand on parle d'un pays qui, au-delà de la fiscalité, au-delà du niveau d'endettement, c'est la liberté économique. Déjà, le doing business, on vient de se rendre compte que les informations étaient biaisées, hein, c'est un aveu de la Banque mondiale. Mais moi, je préfère me baser sur une étude sur les libertés économiques, une étude qui a été réalisée par le Wall Street Journal et le think tank Heritage Foundation, qui ont étudié 50 pays africains pour voir quels sont les pays qui ont un cadre qui permet la liberté économique. Le Sénégal était à la 22e position. Donc il y a près de 21 pays qui aujourd'hui présentent un cadre macroéconomique et un cadre des affaires qui est beaucoup plus attractif que nous. Donc voilà la réalité d'une fiscalité trop importante, d'une administration beaucoup trop lente et d'un État très endetté qui aujourd'hui ne constitue pas un garant d'une bonne gestion et de quelqu'un qui se garde une marge de manœuvre pour faire face aux difficultés. Et notre situation économique aujourd'hui, la dette est nivelée en devises étrangères et le pétrole est à très bas niveau. Donc ces deux éléments-là, s'ils venaient à changer, notre endettement va encore constituer un autre poids pour nous, un poids beaucoup plus considérable. Qu'est-ce qui a amené le Sénégal à être endetté jusqu'au seuil de 60% dont vous êtes en train de parler? Parce que si vous dites, si on se réfère selon les statistiques que vous nous avez données, en 2012, on était à 340 milliards.
Et en 2018, nous sommes à 830 milliards. Qu'est-ce qui a fait que donc, le Sénégal soit aujourd'hui parmi les... Quelle est la cause parmi les 15 pays les plus endettés, alors que nous avons nos voisins qui sont donc la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui ne sont même pas à 40% de l'endettement? Effectivement. Vous savez, tout ça part d'une vision politique, malheureusement, je dois l'avouer, politicienne, qui considère que les infrastructures sont des choses que les gens voient. C'est ça qui permet de se réélire, parce que pour un bilan politique, les infrastructures, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, l'essentiel de l'endettement, donc je peux dire des 500 milliards qui ont été contractés entre 2012 et 2018, donc si vous faites la différence entre 340 et 850, le service de la dette augmente de 500 milliards. Oui, donc, effectivement. et c'est ça le problème de l'endettement. Quand vous signez un contrat pour faire, par exemple, un TR et que vous payez sur 25 ans, quand vous signez un emprunt, parce qu'un budget, c'est deux parties, c'est les recettes et les emprunts. Si vous signez un emprunt sur 25 ans, vous êtes obligé de prendre de l'argent de vos recettes pour payer la portion à court terme de la dette à long terme. Donc, plus vous signez des contrats d'endettement pour faire des infrastructures, plus vous diminuez les recettes. Le service de la dette commence à augmenter par rapport au fonctionnement, par rapport au personnel. Et c'est pour ça qu'en l'espace de 5 ans, nos recettes n'augmentent que de 10% et notre endettement augmente de 23% par année. C'est tout simplement, comme pour répondre à votre question beaucoup plus directement, c'est notre logique à penser que le développement économique va se faire avec des infrastructures qui vont tirer la croissance. Ce qui ne se justifie pas et ne s'explique pas, surtout quand on voit l'ingénierie financière qui est derrière les projets qu'on nous fait signer. Et c'est là l'erreur fondamentale, parce que Joseph Stiglitz, encore une fois, prix Nobel de l'économie, nous parlait de l'économie de l'information, de l'importance des salaires, payer des bons salaires, l'importance d'avoir une sécurité de l'emploi, l'importance d'avoir une économie organisée. Tous ces éléments, ça, sont fondamentaux. Maintenant, prenons un exemple pour que vous compreniez qu'on s'est endetté pour des infrastructures, mais l'endettement ne profite pas aux Sénégalais parce que le chantier, par exemple, du TRF est exécuté par les Français. Donc, s'il y a des emplois, les emplois ne sont pas pour nous. Ensuite, on paye des taxes et des douanes. On le paye à l'État français, parce que c'est une entreprise française. Ensuite, on paye de l'intérêt pendant 25 ans. Cet intérêt-là, on le paye à des banques. Et c'est ça l'ingénierie financière de ces projets du plan Sénégal émergent qui repose sur deux techniques. La première technique, c'est l'effet de levier. On vient voir un pays qui est liquide. On lui dit, nos entreprises peuvent construire des infrastructures pour vous. On est prêt à vous prêter 400 milliards, mais vous devez donner 100 milliards de vos recettes. Donc l'objectif ici, c'est de prendre les recettes du but, c'est de prendre de nos recettes. Ensuite, on nous dit, on vous prête. Le Trésor français nous prête. Mais le Trésor français nous demande d'aller emprunter à deux autres banques. Donc on emprunte pour les Français. Parce qu'au final, les 568 milliards qu'on paye aux constructeurs, c'est de l'argent qu'on va donner à une entreprise étrangère. Voilà ce qu'on appelle la technique de l'effet de levier. La France nous propose 100 milliards, nous demande d'emprunter 400 autres pour le donner à une entreprise française. Et le pire, c'est que si l'entreprise française réalise l'infrastructure, ça veut dire que l'effet de levier assure une certaine stérilité de l'environnement. Parce qu'on vient, ils amènent leur expertise, ils réalisent des travaux et ils s'en vont. Donc pour le Sénégalais, on ne gagne pas en savoir économique, on ne gagne pas en capacité de construction, on ne gagne pas en impôts, on ne gagne pas en taxes, on paye de l'intérêt et maintenant, au niveau des recettes du Sénégal, il y a une augmentation de la portion de la dette au détriment des liquidités qu'on utilisait pour aider les populations dans tout ce qui est politique économique, politique sociale, politique d'éducation et de santé. Donc vous voyez que si l'endettement ne profite pas aux Sénégalais, c'est parce que nous n'avons pas fait attention sur l'ingénierie financière qui était derrière ces projets-là, comment ils utilisent leur argent pour nous obliger à lever des fonds qu'ils vont payer à leur entreprise, et comment aussi ils parviennent assez facilement à pouvoir venir même gérer les projets une fois qu'ils sont terminés. Donc voilà pourquoi on s'est endetté en 5 ans, nous avons augmenté le service de la dette de 140%.
essentiellement, si vous regardez le plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent, qui représente 9 000 milliards dépensés en projets, 80% des projets ont été remportés par des entreprises étrangères. Donc vous vous rendez compte que le circuit économique est un circuit sortant. L'argent qu'on investit, les levées de fonds que nous faisons ne restent pas dans le pays. Il ressort. Et quand il ressort, ils partent avec nos recettes. Et c'est pour ça que notre service de la dette passe ça de 340 à 850 en l'espace de 5 ans. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que si je comprends bien, quand vous parlez de politique politicienne du gouvernement sénégalais, en priorisant donc la réalisation d'infrastructures au détriment donc des priorités économiques telles que le chômage, telles que l'eau potable, telles que l'inondation, telles que le problème d'électricité. Ça m'amène à poser la question à savoir sur le fameux débat donc par rapport au montant réel de la réalisation du plus grand projet du président de la République qui est le TER. En réalité, c'est quoi? J'entends souvent parler de 568 milliards, 665 milliards, j'entends même l'honorable député Ousmane Sonko qui parle de 1200 milliards. En réalité, c'est quoi? 1200 milliards est le vrai chiffre. Vous savez, le problème des gouvernements, c'est qu'on est trop dans la politique. Et malheureusement, quand on est dans la politique, on joue sur la communication. Et on choisit de communiquer les choses qui nous arrangent. Vous savez, tout constructeur qui répond à un appel d'offres va répondre à un prix, va proposer un prix hors taxe. Moi, si je viens et que vous faites un appel d'offres, je ne vais pas vous proposer un prix et je vais mettre les taxes dedans. Je vais vous proposer le prix que je considère être correct pour réaliser votre infrastructure et je vais vous proposer un prix hors taxe. Maintenant, c'est à vous de savoir que moi, je suis une société française, qu'à un moment donné, au moment de payer, je vais vous demander de payer des taxes et des douanes. Parce que ça, vous devez le payer. Ensuite, c'est vous qui avez cherché de l'argent pour venir me payer. Mais en ayant été chercher de l'argent sur les 568 milliards qui est la première tranche, je ne parle même pas de la seconde tranche, vos fonds propres, c'est uniquement 100 milliards. Les 400 autres milliards, vous les avez empruntés. Qui dit emprunt dit que vous allez payer de l'intérêt. Alors, le Sénégalais, lui, il ne paye pas qu'un constructeur. Le Sénégalais, il paye le constructeur français, il paye les taxes et les douanes à l'État français. Ensuite, il paye le Trésor français parce que c'est lui qui lui a prêté de l'argent. Et il paye deux autres banques. Je pense qu'il y a la Banque africaine de développement et une autre banque. Le taux d'intérêt. Et si vous faites un amortissement, vous prenez 400 milliards, vous le mettez à 2% sur 25 ans, mais vous allez voir que les 1200 milliards, vous allez les dépasser. Donc, le TER, la première tranche, coûte véritablement plus de 1200 milliards. Et encore, ce coût-là n'intègre pas l'évaluation hasardeuse qu'ils ont eu à faire sur les zones d'implantation et les maisons qu'ils vont devoir indemniser. Parce qu'aujourd'hui, si vous suivez bien l'actualité, il y a des levées de boucliers, parce qu'au niveau de la banlieue, il y a énormément de maisons qui n'ont pas été évaluées, près de 160 maisons qui n'ont pas été évaluées, et des maisons qui sont sous-évaluées. Donc, non seulement ça va avoir un impact sur l'exécution du projet, parce que c'est une erreur d'étude et d'évaluation de l'ensemble des emprises qu'il va falloir libérer pour pouvoir construire la gare et le tracé. Mais ces gens-là, ils vont se lever, ils vont demander une bonne évaluation de leur valeur mobilière. Tout ça, c'est de l'argent et du temps. Et ça a un impact sur le projet en termes de temps de réalisation et de coûts financiers. Vous prenez l'AIBD par exemple, on l'avait évalué à 230 milliards, on a terminé à 430. Une augmentation, une marge d'erreur de 87%. Aujourd'hui, le TR, on nous dit tranche 1, 568. Si vous ajoutez taxes, douanes et intérêts, vous passez à 1200. Et encore, on n'a pas encore parlé de l'ensemble des coûts, d'après ce qu'on voit, qu'il y a une mauvaise évaluation du nombre de maisons et de la valeur des maisons pour indemniser ces pauvres ménages qui vont devoir encore bouger parce qu'il y a une rénovation urbaine ou un projet urbain qui est implanté dans leur milieu de vie. Les économies de la CEDEAO, nous avons dit que donc, par exemple, par rapport à l'expansion marocaine, est-elle un atout ou une menace pour les économies africaines et celles de la CEDEAO en particulier? Écoutez, c'est une question intéressante, mais qui soulève en moi des paradoxes plus qu'autre chose, parce que nous parlons de l'unité africaine, nous voulons que cette unité permette
à l'Afrique de pouvoir peser sur l'économie mondiale. En même temps, nous sommes hésitants quand le Maroc veut entrer dans la CEDEAO. D'un point de vue purement juridique, rien ne l'empêche. C'est juste que les pays africains comprennent très bien qu'avec l'arrivée du Maroc, ça va avoir un impact au niveau de leur capacité de production parce que ça rehausse le niveau de compétitivité tout simplement. C'est ça la question et c'est ça l'enjeu. Et ça revient encore une fois pour nous dire que, écoutez, on ne comprend pas encore que l'économie c'est la compétition. L'économie c'est la compétition. Si aujourd'hui nous avons peur de l'entrée de ce pays, c'est quelque part que nous sommes conscients de nos faiblesses. Mais en même temps qu'on est conscient de nos faiblesses par rapport au Maroc, et pourtant on est prêt à signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne qui vont venir dévaster littéralement tout notre tissu économique qui est déjà très fébrile. En même temps, nous quand on emprunte, on ne privilégie pas l'homme d'affaires sénégalais. Moi je n'ai rien contre que des étrangers viennent faire des affaires chez nous. Mais je considère que en tant que dirigeant, si moi j'emprunte au nom des Sénégalais et que je réalise des infrastructures, mais je vais privilégier l'homme d'affaires sénégalais, l'homme d'affaires sénégalais dans tous mes contrats. Parce que mon objectif est que l'argent que j'emprunte reste dans le pays. Alors, en même temps, on dit que oui, Maroc, d'accord, mais dans 5 ans ou 10 ans, et en même temps, aller à Diamniadio, ce sont des entreprises marocaines du PTP qui réalisent des infrastructures. Et pourtant, l'immobilier à Dakar, franchement, les constructeurs et les maçons sénégalais n'ont pas à rougir des capacités de construction des entreprises marocaines. Alors, en même temps, on dit Maroc, oui, mais attendez, en même temps, dans le plan Sénégal émergent, il y a des entreprises marocaines qui réalisent des choses que les Sénégalais sont capables de réaliser. En même temps, nous sommes prêts à signer les accords de partenariat économique. Si on est prêt à avoir des accords avec l'Union européenne, pourquoi pas avec des pays africains? Donc, moi, c'est un débat qui est à la fois qui est révélateur déjà de la conscience que nous avons de nos faiblesses, mais qui montre encore une fois le paradoxe de nos dirigeants africains, qui au lieu de construire vraiment un tissu économique depuis les territoires, avec des entrepreneurs africains forts, puissants, avec des entreprises fortes, avec un État qui est présent dans le capital. Je rappelle que le gouvernement français a une agence des participations de l'État, agence qui détient des actions dans près de 80 entreprises en France. Donc, l'État français détient des actions et maîtrise l'actionnariat d'entreprises françaises et qui permet un service de qualité à bas prix pour que le français puisse vivre dans d'excellentes conditions. C'est SNCF, Gaz de France, France Télécom, Alstom, toutes ces entreprises-là, l'État français est présent dans le capital et l'agence des participations de l'État permet une maîtrise de ces entreprises pour assurer une certaine stabilité. Nous, pendant ce temps-là, nous levons des fonds à gauche et à droite pour financer des entreprises françaises, pour signer, on est prêt à signer des accords de partenariat économique qui tuent notre tissu économique. On est dans la politique, on nous parle d'arachide, production agricole, au moment où on devrait se poser combien de tonnes d'arachide on produit et combien de tonnes d'arachide on transforme en produits finis qu'on va aller mettre dans les supermarchés au Canada, en France, aux États-Unis. Au lieu de réfléchir comme ça, parce que c'est ça l'émergence. Avant, je produisais de l'arachide que je vendais en vrac. Maintenant, mon arachide, je le maintiens dans mon pays, je le transforme et je le vends. Donc, non seulement j'utilise ma matière première, mais je suis en train de concurrencer la pâte d'arachide canadienne, française et autres. Et ça, c'est ça l'émergence. C'est quand une économie constitue une nuisance par rapport aux autres économies, parce qu'il crée des parts de marché. Et là, les investisseurs voient les taux de croissance énormes réalisés par les entrepreneurs africains, parce que leur pays est en émergence, et viennent prendre leur argent pour l'investir dans des entreprises, parce que c'est des entreprises qui ont des taux de croissance énormes. C'est ça l'émergence. On est contradictoire, c'est tout simplement une contradiction. On veut l'unité africaine, mais on signe les accords de partenariat économique. On veut que l'Afrique émerge, mais on hésite par rapport au Maroc. Sur le plan technique, on hésite, mais au niveau national, nos présidents signent des contrats. On ne comprend pas la logique. Effectivement, c'est une contradiction, Moussa. En parlant tout à l'heure de paradoxe, ma quatrième, qui est la dernière question, est le paradoxe des croissances à 6 et 7%. Malgré donc cette croissance à 6 et 7%, nous avons une pauvreté stagnante. Quelle est la cause? Écoutez, ça résume plus ou moins tout ce qu'on s'est dit
travers les trois premières questions, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des croissances creuses, des croissances réalisées par des entreprises étrangères qui sont en réalité des succursales des multinationales. C'est de la richesse qui est produite, mais une richesse qui ne nous appartient pas. Vous savez, 80% des Sénégalais sont dans le secteur primaire. Le secteur primaire ne produit même pas 20% de la richesse. 100% des étrangers se trouvent dans le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire capte 50% des richesses. Donc vous comprenez que quand on vous dit que le Sénégal fait un taux de croissance de 6%, 7%, en réalité, les Sénégalais eux-mêmes ne produisent que 2 à 3%, même pas. Et là, je suis gentil. Donc vous comprenez que quand on parle des taux de croissance, c'est des croissances creuses, parce que c'est des croissances qui ne se traduisent pas en termes d'augmentation du nombre d'emplois, ils ne se traduisent pas en termes d'augmentation du salaire. Le SMIC à l'heure est toujours à 200 francs au niveau du Sénégal, 200 francs à l'heure. Donc quand ça ne se traduit pas par un nombre d'emplois, quand ça ne se traduit pas par une croissance du capital des entreprises ou du nombre des entreprises, quand cela ne se traduit pas par une augmentation du nombre d'emplois, vous comprendrez que c'est essentiellement le capital des entreprises étrangères qui aujourd'hui grossit. Ils grossissent pourquoi? Parce que le pays s'endette et c'est eux qui prennent l'ensemble des marchés, des liquidités que le gouvernement injecte dans le pays. Ce sont les entreprises étrangères qui le captent. Alors le PIB, c'est la richesse produite sur l'espace, mais il ne fait pas la différence entre l'entreprise étrangère et l'entreprise nationale. C'est ça l'absurdité ou ce qu'il faut prendre en compte quand on parle du PIB. Et ce qui fait que c'est des croissances creuses. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'Abdoulaye Wade, quand il était président en 2012, n'a jamais voulu s'endetter à un niveau de 40%. Il s'est toujours limité à 40%, parce qu'il savait très bien que les croissances des pays africains n'étaient pas une croissance dominée à 90% par des entreprises nationales, comme aux États-Unis ou en Chine. Ou quand on vous dit que la Chine fait 5%, 6%, l'essentiel de la croissance est réalisé par les Chinois. Donc voilà pourquoi c'est des croissances qu'on énonce. Et puis, juste pour relativiser aujourd'hui, les taux de croissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest tournent autour de 6%. En Afrique de l'Est, c'est 7%. Le Burkina, qui est vraiment le pays que j'aime vraiment utiliser pour comparer nos soi-disant prouesses économiques, a réalisé en 2017 un taux de croissance de 6,9%, 7%. Donc si le Burkina fait du 7% et que nous, on est à 6,3, 6,7, écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire. Surtout dans un contexte où le pétrole coûte très peu et que le dollar n'évolue pas forcément, et une situation stagnante. Donc, il faut quand même qu'on relativise. Quand on parle de croissance, ça doit se mesurer en termes de l'évolution du capital des entreprises, le nombre d'emplois créés et surtout la progression de la richesse créée par les nationaux. Et ça, c'est fondamental. Parce que ça, c'est l'argent qui reste. Supposons que demain, qu'on dise qu'il y a une crise dans le pays, pour X raisons. Les entreprises étrangères qui ont des succursales, ils vont tout simplement fermer les succursales au niveau du Sénégal et vont partir ailleurs. Alors que l'entreprise nationale, lui, peu importe ce qui va se passer, il va rester. Il va se battre et ce sont eux qui font la puissance de l'économie. Même dans des situations de crise, ils restent. Alors que les étrangers, c'est la délocalisation. Ils considèrent que cette localité constitue trop de risques. Il y a une politique d'emploi pour X raisons. Ils vont prendre leur succursale, ils vont le déplacer dans un autre pays. Donc c'est pour ça qu'il faut penser à la construction de la base défensive des économies africaines. Et c'est pour ça que je milite pour le développement de nos territoires, le développement territorial. On pense à l'économie des territoires. Quelles sont les ressources sur lesquelles nous devons baser notre économie? Fortifier l'entrepreneuriat des Africains. Construire des géants économiques africains. Et l'État doit jouer un rôle important sur la construction de ces entreprises africaines fortes. Parce que c'est comme ça que la Chine a fait, c'est comme ça que les autres pays ont fait. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du libéral social ou social libéral. On n'est plus dans le socialisme à fond ou le libéralisme à fond. On est dans l'ère d'un État entrepreneur, d'un État planificateur, d'un État actionnaire qui est présent, qui travaille pour qu'il y ait une éducation, une santé, une sécurité, tout ce qu'il faut pour que l'individu soit prêt pour être un acteur économique, mais qui est aussi très présent en termes d'action économique et de protection de ses intérêts économiques. Je pense que la voie de l'émergence africaine, c'est cette voie-là où il nous faut des États entrepreneurs, des États actionnaires et des États qui sont conscients des enjeux et qui font une gestion des deniers publics pour l'intérêt de cette
pour l'intérêt des Africains. Votre mot de la fin, parce que nous sommes au terme de notre émission. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, ce qu'on doit retenir tous ensemble, c'est tout simplement que le budget, c'est nos ressources. Le budget est constitué de ce qu'on a, nos ressources, nos fonds propres et nos emprunts. C'est les deux moyens que nous avons pour exécuter nos plans. Quand la gestion budgétaire est hasardeuse, quand il n'y a pas de planification, ça crée des situations de tension qui constituent une menace sur nos stratégies d'émergence, sur la gestion de cette stratégie, qui augmente le risque souverain, parce que du coup, on passe pour un pays endetté, trop endetté par rapport aux autres qui ne le font pas. Et surtout, le choix des projets, il faut faire attention sur l'ingénierie financière qui est derrière un contrat d'emprunt que vous signez. Parce que si vous signez un contrat et que vous savez que vos recettes vont être diminuées de tant de pourcents avec ce contrat-là, que les entreprises qui vont le réaliser, c'est des entreprises étrangères, que vous allez payer des taxes et des douanes, vous comprenez tout de suite que l'endettement ne profite pas aux citoyens. Au contraire, l'endettement réduit la liquidité du gouvernement, qui a une mission de politique économique, sociale et environnementale, parce que c'est le milieu et le cadre de vie qui détermine la capacité du citoyen à pouvoir être lui-même un acteur de son développement. Et des infrastructures coûteuses qui ne rentrent même pas dans le budget de ménage du Sénégalais moyen et de l'Africain moyen, c'est un projet électoraliste, ce n'est pas un projet de développement. Malheureusement, encore en Afrique, on connaît cette vision-là d'avoir des projets électoralistes. Des taux de croissance qu'on ne sente pas donc sur le panier de la ménagère. Là, nous sommes donc en fin de notre émission Contrecarré avec notre invité Moussa Balla Fofana. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans notre premier numéro Contrecarré avec notre invité Moussa Balla Fofana. Je vous donne rendez-vous pour le jeudi à venir avec un autre numéro, avec un autre invité. Si vous voulez participer dans l'émission, vous pouvez nous envoyer votre mail par l'adresse qui défile sur la barre ou vous nous appelez sur le numéro de téléphone. Rendez-vous le jeudi à venir dans votre émission Contrecarré avec votre fidèle serviteur Mamadou Soumaré. Au revoir.